Changement de la fiscalité, réévaluation des barèmes d'imposition, LMNP, accrochez-vous bien, le projet de loi de finances du gouvernement Barnier pourrait bouleverser vos finances. Les mesures qui sont rétroactives viennent changer les règles du jeu en cours de route. Chez Finari, on a passé ce projet de loi au crible et croyez-moi, il y a des bonnes, mais aussi des mauvaises nouvelles. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés pour comprendre le projet de loi et aussi vous donner mon avis personnel sur ces mesures. Que vous soyez salarié, chef d'entreprise ou investisseur dans l'immobilier, ces nouvelles règles vont tous nous impacter. Bonjour, je suis Mounir, le créateur de Finari. Finari, c'est une chaîne YouTube, mais aussi une application sur laquelle vous pouvez suivre et gérer votre patrimoine, votre budget et même investir. Petite nouveauté, on vient de sortir le scanner de frais pour vos contrats d'assurance vie. Avec ce scanner, on va vous dire si votre banquier ou votre conseiller vous arnaque et comment vous allez pouvoir optimiser vos frais. C'est un sujet qui est vraiment important. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous êtes encore plus de 52% à regarder nos vidéos et à ne pas être abonné. L'abonnement, il nous permet d'être toujours plus ambitieux dans la production des vidéos et dans les contenus qu'on vous propose. Donc c'est une façon très simple de nous soutenir. Alors qu'est-ce qu'est le projet de loi de finances ? Ce document définit le budget de l'État pour l'année à venir. Il établit aussi les recettes comme les impôts et les taxes, ainsi que les dépenses publiques, par exemple, dans les services publics, mais aussi les investissements que va réaliser l'État. L'objectif du PLF, c'est d'une part d'organiser les finances publiques, mais aussi d'aider l'État à équilibrer ses comptes, quelque chose qu'il a beaucoup de mal à faire. Les comptes de l'État sont relativement simples à comprendre. D'une part, il y a les recettes, notamment l'impôt sur le revenu, la TVA, les taxes sur les entreprises et tout un tas d'autres choses qui sont plus ou moins joyeuses. D'autre part, il y a les dépenses, c'est tout l'argent que l'État va investir dans nos retraites, l'infrastructure, la santé, la défense, et donc tout ça, forcément, il va falloir le financer. Lorsqu'on compare les recettes aux dépenses, on a soit un déficit, si on a plus dépensé qu'on avait de recettes, ou alors on a un excédent, chose qui arrive très rarement en France. Le PLF 2025, c'est le premier du gouvernement de Michel Barnier, et il l'a annoncé, le thème, c'est le redressement des finances publiques. Et pour cela, il demande un effort massif à quasiment tous les participants. Le but, c'est de ramener le déficit public de la France à 5% du PIB, et ce, dès 2025. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement prévoit un effort massif de 60 milliards d'euros d'économie. Pour cela, le gouvernement a décidé de jouer sur les deux parties de l'équation. D'une part, une réduction de 41,3 milliards d'euros des dépenses publiques, notamment via des coupes budgétaires dans la fonction publique, mais aussi la sécurité sociale. D'autre part, augmentation des recettes et donc augmentation des impôts. Le gouvernement vise 19,3 milliards d'euros de recettes en plus, notamment via des impôts que je vais vous présenter dans quelques instants. On rentre dans le vif du sujet avec la première mesure, et celle-ci, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette première mesure, c'est la réévaluation des tranches d'imposition sur le revenu. Concrètement, le barème d'impôt sur le revenu a été réévalué de 2% afin de compenser l'inflation sur l'année 2024. Concrètement, si votre revenu a augmenté de 2% ou moins, vous ne paierez pas plus d'impôts en 2025. Malheureusement pour nous, c'est à peu près la seule bonne nouvelle du projet, puisque à partir de maintenant, je vais plutôt vous parler des mauvaises nouvelles. La pire, selon moi, c'est le changement du statut LMNP, le fameux loueur meublé non professionnel. Pour rappel, le LMNP permet de louer un bien meublé et de ne pas payer d'impôts ou très peu grâce à tout un tas d'avantages, notamment les amortissements. Et justement, le changement concerne les amortissements au moment de la plus-value. Dès 2025, les amortissements seront réintégrés dans la valeur de votre bien afin de calculer la plus-value, et vous allez voir que l'impact, il est assez massif. Illustrons tout ça avec un exemple. Imaginons que j'ai acheté un bien pour 250 000 euros. Ce bien, 10 ans plus tard, je le revends pour 350 000 euros et j'ai appliqué 100 000 euros d'amortissement pendant cette période. Avant le PLF 2025, j'aurais payé 29 000 euros d'impôt sur la plus-value. Avec la réintégration des amortissements, mon impôt double et passe à 58 000 euros. C'est très salé. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est la hausse de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, aussi appelée CEHR. Les ménages dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 euros pour un célibataire ou 500 000 euros pour un couple vont devoir payer
à minima 20% d'impôt sur le revenu. Alors 20%, ça paraît pas énorme, mais il faut évidemment ajouter les prélèvements sociaux. Autrement dit, le taux d'imposition pour ces ménages passera à 37,2%, 20% minimum pour l'impôt sur le revenu et 17,2% pour les prélèvements sociaux. Avec cette mesure, l'État vise principalement les ménages qui touchent des gros revenus sur le capital, notamment des dividendes ou encore des plus-values mobilières, par exemple en vendant leurs entreprises. Autrement dit, que vous soyez entrepreneur ou héritier, tout le monde va passer à la caisse. À noter que l'impact de cet impôt peut être atténué, notamment via des abattements si c'est la première fois que vous touchez un revenu important. Avec l'augmentation de la CHR, l'État veut récolter 2 milliards d'euros et ce, chaque année. Alors ça, c'est les mesures qui vous concernent directement. Il y a également d'autres mesures qui vont pénaliser plutôt les entreprises. On peut notamment citer la suppression du crédit impôt recherche, C2I et du statut de entreprise innovante. Ces suppressions, elles peuvent paraître étonnantes parce qu'elles vont principalement pénaliser les petites entreprises et les startups, donc ceux qui innovent et ceux qui vont potentiellement devenir les géants de demain. L'État a d'ailleurs décidé de ne pas toucher au crédit impôt recherche, CIR, qui lui va principalement bénéficier aux grands groupes, ce qui paraît un peu étonnant dans un moment où on a besoin de faire émerger des nouveaux champions. D'ailleurs, en parlant des grands groupes, l'État va faire casquer les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros avec une taxe spéciale. Cette taxe rapportera 8 milliards d'euros dès l'année prochaine. Avec cette surtaxe, 440 groupes français vont payer jusqu'à 41,2% d'IS contre 25% pour tous les autres. Toujours sur les grandes entreprises, l'État va également taxer les rachats d'actions des entreprises très rentables, celles qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec un nouvel impôt à hauteur de 8% des actions rachetées. Une autre mesure qui, elle, va directement concerner tout le monde, surtout les classes moyennes et les classes populaires, la fin du bouclier tarifaire qui visait à nous protéger contre la hausse du prix de l'électricité. La suppression du bouclier, elle va mécaniquement entraîner une hausse de nos factures d'électricité. L'État va également faire payer les pollueurs en taxant un peu plus les billets d'avion et en ajoutant une nouvelle taxe sur les véhicules polluants. Mais malheureusement, c'est pas que les pollueurs qui vont payer puisque l'État réduit aussi le bonus écologique sur l'achat de véhicules électriques. Et enfin, et ça c'est plutôt une mesure symbolique, l'État va couper dans les fonctions publiques en supprimant des postes de fonctionnaires. On estime qu'il s'agira à peu près de 4000 postes. Je vous rappelle qu'en France, il y a actuellement 3,7 millions de fonctionnaires, donc on est vraiment plutôt sur un effet d'annonce qu'une vraie mesure. Alors toutes ces mesures, elles ne sont qu'au stade de projet. La majorité d'entre elles seront à minima discutées, modifiées, voire supprimées avant une entrée en vigueur au 1er janvier. D'ici là, le texte passera dans ce qu'on appelle la navette parlementaire. Il va être débattu entre l'Assemblée nationale et le Sénat avant d'être adopté. Le dernier mot, il reviendra à l'Assemblée nationale qui devra valider la version qui sera entérinée. Cette version finale, elle sera promulguée comme la loi des finances par le président de la République, Emmanuel Macron. Alors là, on est quelques jours après le tournage de la première partie de cette vidéo. Il y a eu pas mal de nouvelles choses, donc je voulais vous donner une mise à jour afin que vous ayez vraiment toutes les informations et toutes les clés en main. On l'a vu il y a quelques jours avec la Commission des finances qui avait proposé un certain nombre d'amendements aux impacts ravageurs. Flat tax à 33%, modification de l'avantage successoral de l'assurance vie, changement des règles sur l'exonération sur les plus-values pour la vente de résidence principale, et j'en passe. Ces amendements ont finalement été rejetés par la Commission, mais cela illustre bien les retournements qu'il peut avoir d'ici la signature du PLF. Alors le projet de loi de finances, il ne date pas d'hier puisqu'il a été introduit pendant la Révolution française. Au fil des siècles, il a introduit des réformes clés avec des répercussions directes sur la vie de tous les citoyens. Voici les mesures qui ont vraiment laissé une empreinte dans l'histoire. En 1985, le PLF supprime l'IGF, l'impôt sur les grandes fortunes. Cette suppression, elle avait provoqué un énorme débat sur les inégalités sociales. Du coup, en 1989, cet impôt a été remplacé par l'ISF, qui lui-même a été supprimé en 2018. En 1999, on crée la CRDS, la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Et oui, parce que ça fait des années que la France est endettée. Initialement prévue comme une mesure temporaire, ça fait plus de 25 ans qu'elle est en vigueur. Et ça illustre bien le problème des PLF successifs. La majorité des mesures temporaires finissent par devenir systématiques. En 2018, je vous le disais un peu plus tôt, on a supprimé l'ISF, mais on a créé l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Avec ce changement, l'État arrête de taxer l'ensemble du patrimoine des grandes fortunes pour se concentrer uniquement sur leur immobilier. Cette réforme, jugée favorable aux riches, a notamment été l'un des éléments déclencheurs du mouvement des Gilets jaunes.
Toujours en 2018, le gouvernement décide d'introduire la flat tax, aussi appelée prélèvement forfaitaire unique, PFU. Cette taxe, elle fixe l'imposition sur les revenus du capital à 30%, qu'il s'agisse de dividendes ou de plus-value. Très favorable, cette réforme, elle vise à simplifier la fiscalité sur le capital afin d'encourager l'investissement. Comme d'habitude, cette mesure a suscité énormément de débats, certains critiquant que cette fiscalité était principalement très favorable aux riches, tandis que d'autres la voyaient comme un moyen de redynamiser l'investissement en France. Alors avant de vous donner mon avis, je vais vous partager celui du Haut Conseil des finances publiques, le HCFP. Le premier souci, c'est que les prévisions macroéconomiques du gouvernement sont trop peu documentées et trop optimistes. Concrètement, cela pourrait signifier que les recettes ne seront pas à la hauteur des attentes. L'autre problème, et celui-ci il est bien plus grave, c'est que la majorité de l'effort vient non pas de la réduction des dépenses, mais de la hausse des recettes. Concrètement, selon le HCFP, 70% de l'effort budgétaire provient de hausses d'impôts et de taxes. Ça représente à peu près 1% de PIB ou 30 milliards d'euros. Autrement dit, seulement 30% de l'effort vient d'une baisse des dépenses de l'État. Alors qu'est-ce que je pense de ce PLF 2025 ? Malheureusement, l'État a décidé de frapper fort en augmentant la pression sociale sur les entreprises. Concrètement, ça signifie que nos entreprises vont être encore moins compétitives puisqu'elles devront payer plus d'impôts. Plus d'impôts, ça signifie moins d'argent à investir dans des embauches, dans de la recherche et du développement, et donc dans la compétitivité de la France. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France est en compétition avec tous les pays européens, mais aussi les États-Unis lorsqu'il s'agit d'attirer et conserver les sièges des entreprises. L'exemple de l'Irlande, l'un de nos voisins, est assez parlant. Aujourd'hui, tous les sièges européens des grandes sociétés tech américaines sont situés en Irlande. Ça a généré tellement d'impôts sur les sociétés que l'État affiche un excédent budgétaire de plusieurs milliards d'euros. Au-delà de ça, je suis persuadé que la seule façon de redresser les comptes du pays et de faire de la France un champion mondial de la technologie, c'est d'encourager l'innovation et donc de la rendre plus accessible et non pas de pénaliser ceux qui tentent de changer les choses. Ça, c'est les mesures qui concernent les entreprises, mais quid des mesures qui nous concernent nous en tant que particuliers? La première, c'est évidemment celle de la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value pour un LMNP. Alors le LMNP, on le savait tous, il était dans le viseur puisque c'était une vraie niche fiscale extrêmement favorable. Ce changement, il va réintroduire une certaine équité entre la location nue et la location meublée. Après, personnellement, j'ai un peu du mal à voir l'intérêt, puisqu'aujourd'hui, en France, on est face à une pénurie du logement qui est énorme. L'État a donc tout intérêt à encourager l'investissement, et le LMNP était l'un des dispositifs les plus favorables afin de permettre de transformer des logements anciens peu qualitatifs en logements modernes. L'autre problème, et ça c'est typique de la France, c'est qu'on change les règles du LMNP en cours de jeu. Concrètement, beaucoup d'investisseurs vont peut-être se retrouver avec des business plans très peu rentables, voire déficitaires à cause de ce changement. Au-delà de ça, ce changement, il va introduire de l'instabilité et donc freiner tout un tas de néo-investisseurs. Les changements incessants de cap en termes de fiscalité, c'est l'un des gros problèmes de la France. Alors comment se prémunir contre ces changements si vous êtes déjà investisseur LMNP? Vous avez plusieurs solutions. La première, c'est de garder vos biens très longtemps afin d'être exonéré d'impôts sur le revenu ou de prélèvements sociaux. Pour être exonéré d'impôts sur le revenu, il faut détenir son bien 22 ans. Pour les prélèvements sociaux, ici, c'est carrément 30 ans. Une autre option, c'est de passer du régime du loueur meublé non professionnel à une SCI, ce qui va changer le plan fiscal et introduire une certaine stabilité puisqu'ici, on est vraiment considéré comme une entreprise. Une autre astuce qui pourrait également marcher, c'est de transformer un LMNP en résidence principale avant la vente, mais bon, c'est assez contraignant et dans les faits, peu de gens peuvent vraiment le faire. Et enfin, vous pourriez également faire une donation afin d'éviter la réintégration. Alors côté CEHR, c'est une mesure qui peut paraître assez anecdotique puisqu'elle va concerner à peu près 25 000 foyers. Le problème, c'est qu'on envoie un signal très fort à tous les foyers qui gagnent beaucoup d'argent de quitter la France. En effet, pour un foyer qui a des hauts revenus, s'expatrier fiscalement, c'est relativement simple, surtout quand il suffit de passer la frontière pour diviser son imposition par deux. Le problème avec ces mesures, c'est que le gouvernement donne l'impression que la France est seule au monde et que les contribuables ne quitteront jamais le pays. Or, c'est probablement ce qui se passera, puisque rien qu'au sein de l'UE, il y a énormément de pays qui sont beaucoup moins à charge en termes de fiscalité. Depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup de hausse d'impôts, mais il y a une autre mesure qui serait très cohérente à prendre pour nous, investisseurs. C'est l'un des
l'indexation des plafonds des différentes enveloppes et des exonérations en fonction de l'inflation. Le gouvernement l'a proposé pour l'impôt sur le revenu, alors pourquoi ne pas le faire pour tout le reste? Prenons l'exemple du PEA. Pour rappel, le PEA, c'est la meilleure enveloppe pour investir en bourse du fait de son avantage fiscal. Celui-ci réside en une imposition réduite sur les plus-values avec uniquement 17,2% de prélèvements sociaux si vous n'effectuez pas de retrait moins de 5 ans après l'ouverture de votre PEA. Il permet de profiter à fond du phénomène des intérêts composés. Ce plafond est fixé actuellement à 150 000 € et il n'a pas été revalorisé depuis la loi de finances rectificative de 2013. Le problème, c'est que depuis, il y a eu beaucoup d'inflation, notamment durant les 3 dernières années. Du coup, j'ai recalculé le vrai plafond en appliquant l'inflation et le vrai plafond du PEA, actuellement, il devrait être de 181 176 €. Un autre point qui m'inquiète, c'est que malgré les contestations, Michel Barnier fasse adopter le PLF par la force et l'usage du fameux 49.3. Cela ferait cesser tout débat et l'exécutif pourrait choisir d'intégrer ce qu'il veut dans le texte. La seule riposte face à cela serait que les députés des autres partis votent une motion de censure. Cela ferait tomber le gouvernement de Michel Barnier et son projet de budget. Est-ce que cela serait mieux? Je ne suis pas sûr, car cela amènerait son lot de problèmes. Alors mon avis sur ce PLF, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement a mixé des mesures populistes afin de calmer l'électorat et des mesures qui visent juste à augmenter les recettes sans vraiment réfléchir à la cohérence et au long terme. Taper sur les entreprises et taper sur les particuliers en augmentant les dépenses, c'est certainement pas la bonne chose à faire puisque aujourd'hui, l'État dépense beaucoup trop d'argent et surtout il le dépense pas forcément très bien. À mon sens, la bonne façon de procéder, ce serait de remettre en cause l'ensemble des dépenses de l'État et de s'assurer que chaque euro dépensé aille bien au bon endroit. Sur le long terme, l'État doit baisser de ses dépenses puisque ce sont les entreprises et les citoyens comme vous et moi qui vont créer l'innovation et donc la richesse de notre pays. Mais comme d'habitude, les hommes et femmes politiques qui font ce budget n'ont qu'un intérêt en tête, c'est de se faire réélire et donc il doit forcément penser court terme pour éviter de froisser tout le monde. La réalité, c'est que le redressement de la France passera par des décisions difficiles et douloureuses sur le court terme. Alors je ne fais pas de politique, mais si vous voulez que je me présente aux élections présidentielles 2027, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi également ce que vous pensez du PLF, est-ce que vous êtes d'accord avec le projet, est-ce que vous pensez au contraire que c'est un projet qui n'a pas vraiment de sens? J'ai hâte de lire vos avis. Alors en conclusion, ce PLF 2025, il va impacter absolument tout le monde et tout pourra encore changer pendant la navette parlementaire. Vous l'aurez compris, je suis plutôt en faveur de l'innovation que la taxation. Si l'innovation est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Elon Musk. Dans cette vidéo, je vous raconte comment cet entrepreneur que vous connaissez tous a réussi à révolutionner non pas un ni deux, mais 3 secteurs, et ce, en seulement quelques années. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao.